Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette troisième conférence du professeur David Bell par ce magnifique temps printanier. Donc merci d'être là. Et donc je ne le représente pas pour la troisième fois parce que si vous êtes là, c'est que maintenant, non seulement vous le connaissez, mais vous avez hâte de connaître la suite de ce qu'il nous a annoncé pendant les deux premières séances. Et donc, je lui donne immédiatement la parole et on aura un petit moment de discussion après la conférence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette troisième conférence, surtout par ce temps magnifique, d'être enseveli un peu ici dans l'amphithéâtre. Voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais continuer à élaborer un nouveau modèle pour situer les Lumières dans leur contexte socio-économique et politique. La semaine dernière, j'ai rapproché deux grands événements intellectuels de l'année 1721, ainsi que deux grands philosophes, afin d'examiner les origines des réflexions des Lumières sur la grande question de la société et de lier ces réflexions au regard porté par les philosophes sur le monde non européen. J'ai également essayé de montrer que, malgré les différences énormes entre les contextes culturels et institutionnels de ces deux événements, c'est-à-dire entre le monde des Français, des salons français du baron de Montesquieu et celui des universités allemandes de Christian Wolff, les enjeux intellectuels étaient fondamentalement les mêmes, et que ce serait une erreur de les traiter comme appartenant à des lumières différentes. Aujourd'hui, comme promis, je vais changer l'angle d'attaque et passer de la recherche de la société à la recherche de soi, ou peut-être à la recherche du moi, c'est-à-dire à la réflexion des Lumières sur le statut de l'individu et à la conception que les individus se faisaient d'eux-mêmes, le moi ou en anglais the self. Et pour ce faire, je vais encore une fois illustrer mon argument en mettant ensemble deux personnages célèbres des Lumières qui semblent à première vue très différents l'un de l'autre. Je parle de Jean-Jacques Rousseau et de Benjamin Franklin. Il est un peu bizarre, à mon avis, que les historiens n'aient que très rarement rapproché ces deux hommes. Après tout, ils ne sont pas simplement les auteurs de deux des principales œuvres autobiographiques du siècle et des Lumières, les Confessions, bien sûr, de Rousseau et l'autobiographie de Franklin. On peut soutenir qu'ils ont en grande partie inventé le genre de l'autobiographie moderne. Néanmoins, même les historiens qui reconnaissent ce point commun ont plutôt mis l'accent sur les différences entre eux. Le biographe de Rousseau, Léo Damrosch, va jusqu'à dire, et je le cite, « Il n'est pas exagéré de dire que Franklin et Rousseau sont au pôle opposé de l'héritage que nous avons reçu du XVIIIe siècle. » Il oppose ainsi un Franklin cherchant constamment à se perfectionner pour mieux vivre avec ses semblables, et un Rousseau qui fuit ses semblables pour retrouver une vie intérieure et authentique. L'un des rares historiens à souligner les similitudes plutôt que les différences entre eux se trouvent parmi nous. Il s'agit bien sûr d'Antoine Lilti, qui a présenté Rousseau et Franklin comme deux grands exemples de ce nouveau type de figure publique née au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la célébrité. Mais les deux hommes ont d'autres points en commun. Nés tous les deux vers le début du XVIIIe siècle, ils sont tous les deux fils cadets d'artisans. Le père de Franklin est scieриer, celui de Rousseau horloger. Ils sont également nés dans des cités-États calvinistes, Boston et Genève. Boston était la capitale de la colonie du Massachusetts, certes, mais comme l'a montré l'historien Mark Peterson, la ville fonctionnait plutôt comme une petite république à elle-même, dont les relations les plus importantes étaient maritimes. Vers 1700, ni Boston ni Genève ne conservaient, certes, le caractère hyper austère et puritain du siècle précédent, mais le poids d'un calvinisme rigoureux se faisait toujours sentir. Franklin ne passe que 2 ans à l'école et Rousseau n'y va pas du tout. Mais ils apprennent tous les deux à lire et à écrire et deviennent tous deux de grands lecteurs. Tous deux se passionnent notamment pour les vies parallèles de Plutarque. Très jeunes, ils commencent tous deux des apprentissages, mais rencontrent des problèmes avec leur maître. Dans le cas de Franklin, il s'agit de son frère aîné. Par la suite, ils s'enfuient tous les deux, ils font les fugues de leur ville natale à 17 ans et à 15 ans respectivement. Et ainsi commence pour eux, pour chacun d'eux, une vie errante.
Franklin, il va à Philadelphie, puis à Londres, retourne à Philadelphie, repart à Londres, revient en Amérique et au début de la Révolution américaine, et séjourne en France de 1776 à 1785. Rousseau, quant à lui, se rend à Turin, à Chambéry, parcourt différentes régions des Alpes, puis il va à Lyon, à Paris, à Venise, retourne à Paris, puis séjourne en Suisse, en Angleterre, à Grenoble, à Paris, à nouveau, et enfin à Ermenonville. Les deux hommes contractent tous les deux des unions de fait avec des femmes issues des classes populaires, analphabètes ou presque. Deborah Reed pour Franklin et Thérèse Levasseur pour Jean-Jacques Rousseau. Franklin est bien sûr connu comme scientifique et inventeur, auteur d'œuvres majeures sur l'électricité. Il est le père du paratonnerre, des lunettes à double foyer, du poêle Franklin et d'autres inventions. On ne pense pas à Rousseau de la même manière, mais il faut se souvenir que jusqu'à l'âge de 38 ans, et à la rédaction de son premier discours, la grande ambition de Jean-Jacques Rousseau était de faire adopter par le monde musical un nouveau système de notation qu'il avait lui-même inventé. C'était un inventeur. L'une des grandes passions de Rousseau était également la botanique, sujet auquel il consacrait un traité et des efforts considérables. Dans les deux cas, leur célébrité était immense. Comme l'a montré Antoine Lilti, ils sont parmi les deux hommes les plus en vue au XVIIIe siècle, adorés par le lecteur et par beaucoup d'autres personnes qui ne les avaient peut-être jamais lus. Leurs portraits gravés comptaient parmi les images les plus populaires et les plus répandues du siècle, au point que Franklin pouvait dire que son visage était aussi familier au public que la surface de la Lune. Et ce n'est pas simplement l'ampleur de leur célébrité qui compte, mais aussi les qualités de leur célébrité. Les deux hommes n'étaient en effet pas considérés comme des héros issus du même moule que les grands héros de l'Antiquité. Ils étaient plutôt vus comme des individus originaux, irremplaçables, uniques en leur genre. Des personnages, pour ainsi dire. Rousseau le dit lui-même, bien sûr, dans le premier livre de ses Confessions. Je cite, « Je suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus, j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. » Dans les deux cas d'ailleurs, cette originalité est signalée par des vêtements originaux. Pour Franklin, un chapeau de fourrure, très américain à l'époque, et pour Rousseau, ce qu'il appelle son habit arménien. Franklin est très souvent considéré comme l'un des grands apôtres du capitalisme. Max Weber a fait de lui le principal exemple de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, son grand livre sur ce sujet. Franklin aurait illustré, selon Weber, et je cite, « le capitalisme avec une pureté presque classique ». L'historien Sophus Reinert a calculé que le texte de Franklin intitulé « The Way to Wealth » ou en français « La voie de la richesse » a connu plus de 1100 éditions en 26 langues, même avant 1850. À première vue, il semble que dans ce domaine, Franklin n'ait pas beaucoup en commun avec Jean-Jacques Rousseau, qui était après tout l'auteur du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Pourtant, Franklin était-il réellement cet apôtre du capitalisme? Dans La voie de la richesse, il ne prône pas l'accumulation des richesses comme une fin en soi. Il ne dit pas un seul mot d'investissement. Il se montrait très méfiant à l'égard du crédit. Pour le citer en anglais, « He that goes borrowing goes a-sorrowing » qui s'endette s'afflige. En fait, les proverbes qu'il énonce dans les livres n'ont rien de capitaliste et en fait rien de très original. Le humoriste américain Mark Twain les a qualifiés avec raison, et je cite, de maximes prétentieuses qui étaient déjà des platitudes ennuyeuses au moment de la tour de Babel. De manière générale, dans ses écrits, Franklin critique le luxe, il dénonce les systèmes de crédit, s'il prône l'adoption du papier-monnaie dans les colonies britanniques, c'est surtout pour éliminer la nécessité du crédit. Dans sa propre vie également, la richesse n'a jamais été une fin en soi, mais un moyen. Il n'a pas investi dans les sociétés commerciales, il a évité les emprunts, son mode de vie quotidien était très austère. Les lecteurs de La voie de la richesse, y compris Max Weber, ont interprété sa défense de l'autodiscipline
et du renoncement personnel comme un désir d'accumuler les richesses à l'infini, mais c'était nullement le cas. Le projet personnel de Franklin était beaucoup plus traditionnel. Il souhaitait vivre en gentleman, vivre noblement. Il voulait amasser une somme suffisante pour garantir son indépendance personnelle. Il écrit dans son autobiographie, je cite, « Il me coûte rien d'être poli envers les inférieurs, mais beaucoup d'être soumis aux supérieurs. » Il ne voulait pas du tout être soumis aux supérieurs. Et en 1750, il écrit, et je cite, « À la fin de ma vie, je préférerais qu'on dise « il a vécu utilement » plutôt qu'il est mort riche. » Et voici un point, en fait, sur lequel la trajectoire de Franklin croise de façon frappante celle de Rousseau. Tous deux comptent parmi les plus grands apôtres de l'indépendance personnelle au XVIIIe siècle. Dans les Confessions, Rousseau parle sans cesse de la nécessité de préserver son indépendance. Par exemple, lorsqu'il évoque son refus d'une pension qui lui avait été offerte par le roi de France. Je cite les Confessions. « Je m'exemptais donc du joug qu'elle me imposait. Autrement, adieu la vérité, la liberté, le courage. Comment oser désormais parler d'indépendance et de désintéressement ?» Rousseau affirme qu'il préfère gagner sa vie honnêtement en copiant de la musique, ce qu'il faisait pendant plusieurs années, au lieu d'accepter cette pension. En vérité, Rousseau et Franklin ont tous deux accepté le patronage des grands à plusieurs moments de leur carrière. En fait, ils avaient des relations très particulières, assez intéressantes, surtout avec les grandes dames de l'aristocratie française, l'un et l'autre. Mais l'image qu'ils donnaient au public, c'était celle d'hommes indépendants et libres de tout joug. J'avoue que j'ai poussé très loin cette comparaison entre eux, et je vous assure que je ne prétends pas suggérer que Rousseau et Franklin étaient des jumeaux séparés à leur naissance. Cela dit, je voudrais insister sur 3 des points communs que je viens de mentionner. La mobilité, à la fois géographique et sociale, la célébrité, y compris le fait qu'ils étaient tous les deux célébrés comme des êtres originaux, uniques en leur genre, et enfin, l'importance de l'indépendance personnelle chez l'un et chez l'autre. Pris ensemble, ces 3 éléments relèvent d'une forme d'individualité radicale, largement inédite dans l'histoire occidentale, celle d'hommes qui se disaient différents de tous les autres hommes et qui affirmaient s'être façonnés eux-mêmes. Je ne veux pas dire qu'il s'agit ici de la naissance pure et simple de l'individualisme occidental. C'est un événement qui a été associé à la Renaissance. On pense par exemple à plusieurs livres sur ce sujet, aux Lumières, au romantisme, au modernisme et de suite. Mais quand même, le moment Franklin-Rousseau constitue, à mon avis, une étape décisive vers l'idée de l'individu qui est la nôtre, en grande partie grâce à l'immense influence qu'ils exerçaient, ces 2 hommes, par leurs écrits et surtout par leurs autobiographies. Mais ceci n'est pas toute l'histoire. Car si Franklin et Rousseau étaient les symboles d'une individualité radicale au siècle des Lumières, ils étaient aussi, tous deux, des hommes extrêmement préoccupés par la manière dont les individus étaient sensibles, voire vulnérables, aux influences extérieures, de nature politique, mais surtout de nature sociale. Et c'est peut-être le sujet central de presque toute l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Mais c'est également un thème qui préoccupe Franklin. Je cite Franklin, « Les hommes sont nés pour la société », écrit-il dans un pamphlet déjà de 1733. Et dans une version du Bonhomme Richard, pour Richard's Almanac, en 1757, l'homme n'a qu'un pouvoir très limité en sa propre personne et par conséquent, il ne peut accomplir de grandes choses uniquement par sa force personnelle, mais seulement en agissant en société et en collaboration avec les autres. Autrement dit, ils étaient tous les 2 profondément marqués par ce que j'ai discuté dans ma conférence la semaine dernière, c'est-à-dire la découverte de la société comme force, comme phénomène. Pour rappeler brièvement ce que j'avais dit là-dessus, il s'agissait de montrer comment avait émergé l'idée que la société, entre guillemets, constitue le terrain fondamental de l'existence humaine, un terrain purement terrestre, indépendant des institutions politiques et de tout ordre céleste, et considéré comme le produit d'un processus historique
qui peut prendre des formes différentes selon les pays et selon les époques. L'opposition postulée par les penseurs des Lumières entre l'individu et la société dépend, il va sans dire, entièrement de l'existence de ce concept de société qui a pris forme vers le début du XVIIIe siècle. Certes, sur cette question de la société, Franklin et Rousseau se situaient en fait en des pôles opposés. Et sur ce point-là, je dois donner raison à Léodame Roche, le biographe de Rousseau. Rousseau perçoit avant tout les effets néfastes de la société sur les individus. Rappelons ces mots de la préface du discours sur l'inégalité. L'âme humaine altérée au sein de la société est semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce. Certes, Rousseau admet qu'une société juste peut exister. Je cite par exemple les fameuses phrases du contrat social, où il parle du passage de l'état de nature à l'état civil. Ce passage, dit-il, produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Fin de citation. Cela dit, même dans ce texte, dans cette affirmation glorieuse de ce qui peut être la société civile, Rousseau ajoute de sérieuses mises en garde, écrivant à propos de l'état civil que l'homme, et je cite encore, se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature et que les abus de cette nouvelle condition le dégradent souvent au-dessous de celle dont il est sorti. En tout état de cause, une des thèses centrales du contrat social de Rousseau est qu'une société civile juste n'existe pas encore et qu'elle serait presque impossible à créer réellement. Et selon Rousseau, dans les sociétés telles qu'elles existent réellement, les individus ne font que s'exploiter mutuellement, à la fois économiquement et psychologiquement. Ils ne peuvent se voir qu'à travers le regard des autres et en deviennent ainsi prisonniers, voire esclaves. Je pense ici bien sûr au passage remarquable du discours sur l'inégalité consacré au sentiment de l'amour-propre. Je cite, ce sentiment relatif, factice, est né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement. D'ailleurs, dans la vie de Rousseau, telle qu'il a décrit dans ses ouvrages autobiographiques, il éprouve les mêmes pressions et doit constamment se battre pour préserver son individualité face aux exigences de la société. En revanche, Benjamin Franklin était un homme qui non seulement appréciait la société, mais vivait pour elle. Il adorait la compagnie de ses semblables et lui-même a fondé plusieurs sociétés, entre guillemets, dans le sens d'association. Depuis le fameux Junto, c'est disparu, pardon. Du Junto de sa jeunesse philadelphienne jusqu'à la Société philosophique d'Amérique qui existe toujours, on passe par plusieurs autres organisations qui existent encore aujourd'hui. Lorsqu'il parle dans des pages célèbres de son autobiographie de ses efforts pour se perfectionner moralement, et il en parle très longuement, il s'agit avant tout d'acquérir 13 vertus, il les énumère, qui lui permettront de mieux vivre avec ses semblables au sein de la société. Ainsi, pour conclure mon petit exercice, pour Franklin comme pour Rousseau, l'homme moderne, il s'agit principalement de l'homme et non de la femme dans leur pensée, l'homme moderne est pris en tenaille entre les forces concurrentes de l'individualité radicale et du déterminisme social. Et grâce à ces deux hommes, en grande partie, il faut considérer cette tension comme l'un des grands thèmes des Lumières. Or, depuis plusieurs années, le sujet du moi, the self, des Lumières a attiré l'attention des historiens. Leurs analyses recoupent à plusieurs endroits ce que je viens de vous suggérer à propos de Franklin et de Rousseau. Ces analyses examinent une tranche beaucoup plus large des Lumières que ce que je viens de vous présenter, mais à quelques exceptions près, elles opèrent soit au niveau de l'histoire pure des idées, soit au niveau du discours culturel général. Dans le reste de cette conférence aujourd'hui, je vais d'abord parler brièvement de ces analyses, de cette historiographie, car cela me donnera le moyen de lier ce que je viens de dire de Rousseau et de Franklin à des courants plus larges et plus généraux de la pensée des Lumières. Puis, je vais revenir à mes deux sujets et j'essaierai de lier la question du moi des Lumières aux changements économiques et sociaux et à l'expérience vécue par les contemporains.
Mais tout d'abord, donc, un petit détour par l'historiographie est nécessaire. Toutes les œuvres dont je parle sont redevables, en plus ou moins grande mesure, à un travail fondamental écrit par le philosophe Charles Taylor, Sources of the Self, les sources du moi, publié en anglais pour la première fois en 1989. C'est un ouvrage philosophique majeur, très long, très dense, très compliqué. Il retrace l'évolution des cadres moraux à travers lesquels le moi se définit dans la pensée occidentale. Pour les Grecs, selon Charles Taylor, ces cadres moraux étaient envisagés comme entièrement extérieurs aux humains. Et son livre est traversé par un brin de nostalgie, ou peut-être plus qu'un brin de nostalgie, pour ce cosmos perdu des Grecs. Il retrace ensuite les étapes par lesquelles les cadres modernes émergent. Tout d'abord, il mit en exergue la valorisation de l'intériorité par les pères de l'Église, en particulier saint Augustin. L'idée que pour trouver les sources de la morale, il faut chercher en soi-même. Puis, avec la réforme protestante, vient ce que Taylor appelle l'affirmation de la vie ordinaire et la définition du bien par les valeurs de la vie quotidienne menée ici-bas, sur Terre. Enfin, un tournant expressif s'opère, notamment avec le romantisme, où il revient aux individus de créer le bien par la recherche d'un moi individuel et expressif. Du côté des historiens, l'œuvre de Taylor a été vivement contestée par Gerald Siegel dans un autre livre très long et dense sur l'ensemble de la tradition occidentale, The Idea of the Self, l'idée du moi, publié en 2005. Selon Siegel, le moi possède 3 dimensions fondamentales. Il se définit par rapport au corps, par rapport aux autres humains et par rapport à la capacité de réflexion des humains sur eux-mêmes. Siegel retrace les analyses du moi par les philosophes du canon occidental et il frôle un peu dangereusement le moment où il accorde des points à ce qui s'approche le plus de la bonne interprétation, c'est-à-dire la sienne. Ainsi, il se montre particulièrement enthousiaste, en bon américain, à l'égard de John Locke et la tradition libérale anglophone, qui parvient à maintenir, selon lui, un bon équilibre entre ces 3 dimensions de ses analyses, 16 sur 20. En revanche, il trouve dans la tradition francophone une attention excessive et angoissée à la dimension relationnelle, c'est-à-dire la définition du moi par les autres, par la société. Le meilleur exemple ici est bien sûr celui de Jean-Jacques Rousseau lui-même, auquel Siegel consacre un chapitre long et important, mais assez sévère, 12 sur 20 pour l'écolier Jean-Jacques Rousseau. La moitié du livre de Siegel porte sur le seul siècle allant de 1750 à 1850, moment de naissance du moi moderne, que les postmodernistes entreprendront par la suite, selon Siegel, de déconstruire, mais ça, ce n'est pas mon sujet. 3 autres historiens ont écrit des livres importants qui portent de manière beaucoup plus précise sur ce siècle. Dror Warman, historien israélien, dont The Making of the Modern Self, la création du moi moderne, a analysé les discours et les pratiques du moi en Angleterre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Selon sa thèse ambitieuse, au cours de cette période, les Anglais commencent à penser que le caractère du moi est déterminé de façon assez rigide par le sexe biologique, par la race et par la classe sociale. Ce que Warman appelle un ancien régime de l'identité où le moi était perçu comme plus fluide et plus ludique, cède le pas à un nouveau régime beaucoup plus exigeant. Puis, pour continuer, il y a le livre de Jan Goldstein et son ouvrage majeur The Post-Revolutionary Self, Politics and Psyche in France, le moi post-révolutionnaire politique et psyché en France, encore une fois 1750-1850. Goldstein commence par une analyse des inquiétudes des intellectuels français du siècle des Lumières à l'égard de l'épistémologie sensationnaliste de John Locke et de Condillac. Leur principale préoccupation est que ces théories et la pédagogie qui en découlent rendent la personne humaine vulnérable aux sensations qu'elle reçoit de l'extérieur et la place ainsi à la merci d'une imagination déréglée. Si à la naissance, l'esprit est une tabula rasa, comme affirme John Locke, comment s'assurer qu'il reçoive de bonnes sensations et se développe de manière adéquate? Sous la Révolution française, selon Goldstein, l'État français, les révolutionnaires, tentent de répondre à cette question par des projets de ce qu'elle appelle le génie psychologique, c'est-à-dire psychological engineering en anglais,
Autrement dit, il s'agit d'exposer les Français de manière systématique à des sensations salutaires par le biais des fêtes, de l'instruction publique et d'autres moyens similaires. Mais après la Révolution française, des philosophes français influents optent plutôt pour une stratégie qui vise à créer, par la voie de la pédagogie, un moi fort et résolu, capable de résister aux tempêtes des sensations. Et la figure la plus importante ici est Victor Cousin, dont la pédagogie reste influente en France jusqu'à nos jours. Enfin, il y a le tout récent ouvrage de Lynn Hunt, The Revolutionary Self, le moi révolutionnaire, pas post-révolutionnaire cette fois. Et voici comme c'est sorti juste il y a un mois, je pense, aux États-Unis. Et voilà comment elle résume son projet. Et je la cite. Au cours des années 1700, l'idée s'est répandue que les gens ordinaires avaient un potentiel d'autonomie. La personne marquée par le péché est alors devenue une personne définie plutôt par l'aptitude à se développer et à s'améliorer. Mais au moment même où il semblait possible de se libérer, les individus ont également commencé à comprendre qu'ils étaient puissamment façonnés par des forces sociales. Fin de citation. Lynn Hunt tente d'illustrer ce paradoxe par une analyse détaillée de 5 études cas portant sur des pratiques et des discours sociaux et culturels qui avaient pour effet de représenter la société à elle-même. Par exemple, la cérémonie du thé à l'anglaise, les portraits gravés pendant la Révolution française ou, très différemment, l'image de la masse sociale chez les stratèges militaires. Elle prête en fait très peu d'attention aux écrivains. Or, ce sont tous des livres passionnants, sophistiqués, et j'avoue que je viens d'être très injuste en les résumant de manière aussi brève et approximative. Je l'ai fait pour souligner un point commun entre tous les auteurs. Ils parlent tous, d'une manière ou d'une autre, du phénomène que j'ai essayé de mettre en évidence dans ma petite comparaison entre Benjamin Franklin et Rousseau, à savoir une tension profonde qui caractérise l'époque des Lumières. Cette tension entre la perception que la personne humaine peut être radicalement indépendante et autonome, d'une part, et d'autre part, la perception que la personne humaine est la prisonnière de déterminations extérieures très lourdes, principalement de nature sociale. Linton l'exprime de manière très claire dans le passage que je viens de citer. Cela dit, tous ces auteurs consacrent relativement peu d'attention au premier élément du paradoxe, c'est-à-dire de l'autonomie. C'est à l'autre élément, les déterminations extérieures, les pressions sociales auxquelles ils prêtent le plus d'attention. Ils mettent l'accent sur les inquiétudes, les anxiétés et les pressions, les anxiétés de Rousseau à propos de la société pour Gerald Siegel, le poids des déterminations biologiques pour Dror Warman, les dangers d'une imagination déréglée pour Jan Goldstein, les attentes sociales en général pour Lynn Hunt. Pourquoi se concentrer autant sur les déterminations extérieures au profit de la question de l'autonomie? Il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, il y a ce que j'appellerais le déclinisme naturel des historiens de nos jours, leurs instincts de résister à tout ce qui pourrait être vu comme une histoire naïve du progrès, ce qu'on appelle chez les anglophones une histoire Whig. Les historiens ont l'instinct de souligner là où une génération antérieure aurait vu un signe incontesté du progrès occidental, plutôt le revers de la médaille. J'ajoute ici en passant que la même tendance est visible dans un livre plus ancien dont j'ai parlé la semaine dernière, d'une auteure qui était aussi d'un pessimisme notoire. Voici Hannah Arendt et La condition de l'homme moderne, The Human Condition en anglais, un livre qui a aussi mis l'accent sur la perception croissante au siècle des Lumières des déterminations sociales comme limite à l'autonomie humaine. Et je pourrais également citer l'influence durable de Michel Foucault, pour qui le siècle allant de 1750 à 1850 est bien sûr un siècle où la matière humaine du monde occidental se trouve de plus en plus comprimée sur un lit de procruste des pratiques disciplinaires. Enfin, je dois évoquer le point intellectuel énorme d'un seul auteur qui a plus que tout autre influencé notre manière de penser le XVIIIe siècle, et là, parfois malgré nous, et c'est bien sûr Jean-Jacques Rousseau lui-même. Il était l'un des hommes les plus anxieux, le plus inquiet qui ait jamais vécu,
Et s'il aimait à célébrer son indépendance, il aimait encore mieux en lamenter sa perte. Mais faut-il suivre Jean-Jacques Rousseau sur le chemin de la mélancolie et du pessimisme? Faut-il mettre l'accent, comme il le faisait lui-même, sur ses troubles, voire sa paranoïa? Je me permets ici de revenir à la comparaison que j'ai faite entre Rousseau et Franklin. Si leurs états d'âme étaient certes très différents, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient, en fin de compte, beaucoup de choses en commun. S'il ne s'agit pas de vies parallèles, il s'agit au moins de vies similaires. Mais personne n'a jamais considéré Benjamin Franklin comme un homme rangé par ses propres troubles, comme une victime, soit de la société, soit de lui-même. Aux yeux de presque tous ses contemporains, sans exception, Franklin a mené l'une des vies les plus réussies et les plus exemplaires de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait possédé des esclaves pendant plusieurs décennies, la plupart des intellectuels américains continuent à le vénérer, notamment par exemple Walter Isaacson, un journaliste qui lui a consacré une biographie destinée au grand public. Je cite la conclusion de Isaacson. Franklin était l'Américain le plus accompli de son époque, le plus influent dans l'invention du type de société qui adviendrait en Amérique. Fin de citation. Je me demande si, sans adopter le ton triomphaliste de Walter Isaacson, s'il serait possible d'analyser la tension du XVIIIe siècle entre individualité autonome d'une part et détermination sociale d'autre part, sous un angle moins pessimiste, moins rousseauiste, moins Foucaultien peut-être. Serait-il possible de mettre l'accent plutôt sur l'indépendance, qui n'était pas simplement un idéal chez Rousseau, mais aussi, dans une très grande mesure, une réalité? C'est vers cette question que je vais me tourner maintenant. Comment Jean-Jacques Rousseau, fils d'un horloger genevois, sans éducation formelle, fugueur adolescent, un raté jusqu'à l'âge de 38 ans, quand il a gagné le concours de l'Académie de Dijon, comment a-t-il réussi à devenir l'un des hommes les plus célèbres du monde? Sans doute l'intellectuel le plus influent de son époque. Est un écrivain que, s'il avait suivi l'exemple de Voltaire, aurait pu devenir très, très riche. Comment Franklin, fils d'un scierie bostonien, presque sans éducation formelle, fugueur adolescent aussi, comment a-t-il connu une telle réussite? Bien sûr, les qualités personnelles des deux hommes ont joué un rôle essentiel, mais le contexte social et économique compte pour beaucoup. Ce qui est particulièrement important, c'est la relation entre l'indépendance personnelle dont ils jouissaient et qu'ils défendaient si vigoureusement dans leurs écrits et l'essor du capitalisme. Non, Rousseau n'était en rien un apôtre du capitalisme. Et comme je l'ai dit, Franklin, en fait, ne l'était pas non plus, malgré sa réputation ultérieure. Certes, ils ont tous deux bénéficié de relations de patronage à plusieurs moments de leur vie, qui étaient très importants. Toujours est-il que leur succès et leur indépendance n'auraient pas été possibles sans les effets du capitalisme de l'époque. Quand je parle du capitalisme, évidemment, je ne veux pas dire le capitalisme industriel mûr du type du XIXe siècle, dans lequel les producteurs exploitent la main-d'œuvre pour réaliser une plus-value relative menant à un cycle de croissance vertueux. Les débuts d'un tel système étaient peut-être déjà visibles au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, mais dans tous les autres pays, il était à peine balbutiant. Comme je l'ai dit dans ma première conférence, William Sewell, dont je vous faire revoir le livre, il a avancé l'idée dans un livre important et controversé que déjà au XVIIIe siècle, les producteurs français avaient réussi un décollage analogue, non pas en exploitant la main-d'œuvre, mais en manipulant les consommateurs. Mais il n'avait réussi à le faire que dans un seul secteur de l'économie française, le textile. Quand je parle du capitalisme, je ne veux pas non plus dire le capitalisme libéral fondé sur les principes des prix libres, du commerce multilatéral et de la concurrence sans bornes. Comme l'historien Arnaud Orin vient de le confirmer dans son nouveau livre « Le monde confisqué », le XVIIIe siècle atlantique était un siècle de ce qu'il appelle le capitalisme de la finitude, caractérisé plutôt par la fermeture et la privatisation des mers, la remise en cause des mécanismes du marché et la constitution d'empires économiques autant que politiques. Mais ce capitalisme limité, embryonnaire et commercial était néanmoins capable de produire des effets sociaux énormes.
4 éléments importants et interconnectés y ont contribué. Tout d'abord, le réchauffement climatique entamé à la fin du petit âge glaciaire. Deuxièmement, la fin des guerres ultra-destructrices sur le continent européen, telles que la guerre de 30 ans. Troisièmement, l'expansion à la fois des empires européens d'outre-mer et du commerce intercontinental. Dans les années 1770 et 1780, l'océan Atlantique seul était traversé par au moins 4000 vaisseaux annuellement. Le commerce asiatique a également connu une très forte expansion. Et quatrièmement, ce que l'historien de l'économie Jan de Vries a appelé la révolution industrieuse, pas industrielle mais industrieuse, caractérisée par la volonté d'une partie de la population, dans des conditions politiquement et économiquement stables, à travailler davantage pour consommer davantage. La conséquence de tout cela fut un taux de croissance économique relativement constant. Et voilà donc le commerce européen au XVIIIe siècle, une illustration. Et après, bien sûr, au centre de ce commerce aussi, le commerce en esclaves et le traite des esclaves vers les Amériques. Mais la conséquence de tout cela fut un taux de croissance donc, économique. Hop, et où est-ce que c'est voilà. Bon. Relativement constant. Environ 0,7% par an en Grande-Bretagne, selon Nicholas Kraft, 0,6% en France, selon Sewell, plus de 3,5% dans les colonies américaines, selon John McCusker et Russell Menard. Ces taux de croissance n'ont rien de spectaculaire, surtout en comparaison avec ceux de notre époque, mais ils ont permis néanmoins une croissance totale très forte, surtout aux futurs États-Unis, où elle était renforcée par une explosion démographique. La population des colonies britanniques doublait de taille tous les 20 à 25 ans. La croissance des niveaux de richesse et de productivité a permis une plus grande participation de la main-d'œuvre rurale à l'industrie domestique, une expansion des manufactures, bien que principalement dans de petits ateliers, et un développement rapide des villes. J'ai déjà parlé dans ma première conférence de ce que les historiens ont appelé la révolution de la consommation au XVIIIe siècle et ses liens avec les développements industriels associés aux Lumières. En particulier, les styles adoptés par les auteurs et les formes d'interaction entre les auteurs et le public. Mais si nous nous tournons vers la pensée des Lumières sur l'indépendance personnelle et la place de l'individu dans la société, de nombreux autres éléments du capitalisme naissant font également partie de la discussion. Et dans la dernière partie de cette conférence, je vais examiner de plus près les liens entre ces éléments et la question de l'indépendance personnelle, la recherche du moi pour envoyer au titre de la conférence, telle qu'elle était posée par les Lumières. Et en ce faisant, je vais souligner combien ces éléments du capitalisme représentaient aussi un défi pour ce que les historiens appellent la société d'ordre. Et je vais de nouveau invoquer Franklin et Rousseau. Dans le cas de la France, je peux suivre jusqu'à un certain point les analyses de William Sewell. Comme je l'ai déjà dit, Sewell soutient qu'une véritable dynamique capitaliste a fait son apparition en France bien avant celle d'une main-d'œuvre industrielle prolétarisée. Au XVIIIe siècle, le résultat clé fut ce qu'il appelle la généralisation de la forme marchande. Surtout dans les grandes villes, la vie quotidienne était de plus en plus façonnée par la vente et l'achat de marchandises, ainsi que par les règles formelles, abstraites et universelles du marché capitaliste, dans lesquelles les biens étaient échangés. Sur ce marché, le statut social d'une personne comptait moins que sa capacité à payer, rendant ainsi tous les acheteurs d'un même produit en un sens fonctionnellement équivalent les uns des autres. L'expansion de la mode qui rendait plus difficile, voire impossible, de deviner le statut des individus à partir de leurs vêtements, renforçait ce sentiment d'équivalence. Et de nombreux observateurs du XVIIIe siècle ont commenté ce changement, généralement d'un ton satirique, en se moquant des serviteurs qui cherchaient à passer pour des nobles en s'achetant une jolie costume. L'expérience de la vie urbaine au XVIIIe siècle, avec ses foules denses et son tumulte incessant, renforçait puissamment ces transformations. William Sewell soutient donc que bien avant la Révolution française, ces changements avaient déjà des conséquences majeures pour la société française. Tout d'abord, le fait que les hommes et les femmes vivaient de plus en plus selon les règles abstraites du marché et percevaient des personnes de statuts différents comme néanmoins équivalentes
à certains égards, les aider à imaginer une condition d'égalité civique et, de plus, à considérer cette condition comme naturelle et désirable. Certes, on peut reprocher à Sewell de minimiser l'importance des idées formelles d'égalité civique qui circulaient depuis longtemps en Europe. Cela dit, il défend de manière convaincante, à mon avis, l'idée selon laquelle l'expérience de vivre dans une société de plus en plus dominée par les relations de marché a profondément influencé les cadres mentaux. Cette expérience se limitait principalement aux habitants des villes, mais les Lumières, y compris les nombreuses formes de participation publique dont j'ai parlé et que j'ai évoquées il y a 2 semaines, ils étaient avant tout un phénomène urbain. Les analyses de Sewell sont renforcées par celles de Michael Quast, dont j'ai aussi parlé, sur la révolution de la consommation. Cet historien a soutenu que la prolifération des biens de consommation au XVIIIe siècle avait affaibli le lien entre la possession de certains biens et le statut social formel. Plutôt que d'indiquer le statut du propriétaire, la possession de ces biens signalait de plus en plus le goût personnel ou l'engagement envers certains principes d'utilité civique, ou bien sûr simplement la richesse de la personne en question. En soulignant l'importance des guides imprimés de consommation, ces guides que j'ai discutés dans ma première conférence, Michael Quast écrit, et je le cite, que leurs auteurs inventèrent la fiction selon laquelle la consommation personnelle n'était plus une question de classe. Le rhétorique impliquait clairement la formation d'une nouvelle hiérarchie sociale fondée sur la connaissance esthétique et la capacité financière à consommer des biens. J'ajouterai ce que j'ai déjà remarqué il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'en France, la perspective de profit a conduit les entrepreneurs à introduire des pratiques capitalistes à l'intérieur des structures économiques et archaïques du pays. Et donc, bien avant la tentative du contrôleur général des finances, Turgot, d'éliminer les corporations, en 1776, les structures économiques de l'Ancien Régime étaient déjà soumises à une pression considérable. Et à mesure que ces structures vacillaient, la mobilité géographique et sociale des populations urbaines se trouva considérablement accrue. Des exemples frappants se trouvent dans un autre grand livre publié récemment de Emma Rothschild, traduit en français sous le titre de Proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France. Petite correction, la famille n'était pas exactement ordinaire car il s'agissait de citadins à une époque où la vaste majorité de la population était rurale. Mais plus précisément, il s'agissait d'une famille d'Angoulême, une famille d'artisans et de petits commerçants que l'auteur a sélectionné essentiellement au hasard, à la manière d'Alain Corbin se bandant les yeux dans les archives. Cette famille, dont la matriarche analphabète était une certaine Marie Aymard, née en 1713, se distingue par un remarquable sens d'aventure. Le mari de Marie Aymard, Louis Ferrand, part pour l'île de la Grenade, alors colonie française, dans le sport d'y faire fortune. Il y meurt. Leur fils Jean-Baptiste, ainsi que 4 autres membres de la famille, émigrent à Saint-Domingue, le futur Haïti. Plusieurs autres s'installent dans d'autres villes françaises. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, la famille connaît également une ascension sociale qui, sans être spectaculaire, reste pourtant considérable. Et cette ascension poursuivra d'ailleurs pendant la Révolution française et le XIXe siècle. L'une des descendantes de Marie Aymard épouse un membre de la famille du baron Haussmann. Un autre descendant est le cardinal Charles Lavigerie, archevêque d'Alger et de Carthage, dont Antoine Lity a récemment parlé dans son cours sur l'universalisme. Dans les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, les mêmes changements sont en cours et à un degré encore plus prononcé. Certes, même dans les colonies du Sud, on ne retrouve pas des hiérarchies juridiques et les inégalités aussi massives qu'en France. Néanmoins, il faut se souvenir des arguments du grand historien Gordon Wood dans son ouvrage majeur « Le radicalisme de la Révolution américaine », publié en 1991. Je cite « Dans notre enthousiasme à opposer la société traditionnelle de la métropole à la modernité des colonies, nous avons souvent négligé à quel point la culture des colons restait encore britannique et traditionnelle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. » Fin de citation. Donc, changement dans ces relations sociales. C'est une conclusion
sur les traditions. Cette conclusion a été récemment entérinée par Nathan Perle Rosenthal dans son livre « L'âge des révolutions », là à droite. Selon lui, le monde dans lequel les révolutionnaires américains ont grandi était, et je cite, « un monde où les statuts sociaux largement fixes constituaient un fait social inévitable. Leur jeunesse avait été une formation à la hiérarchie. » Mais qu'est-ce qui s'est passé après ce moment ? Selon ces deux historiens, c'est seulement avec la Révolution américaine que les hiérarchies et les pratiques de déférence que leur étaient associées sont définitivement mises de côté. Mais, cela dit, bien avant les années 1770, les économies et les structures sociales des 13 colonies américaines étaient déjà en ébullition. Et un élément clé est une mobilité sociale et géographique sans équivalent ailleurs dans le monde, liée au doublement de la population tous les 20 à 25 ans. Dans la seule décennie qui va de 1756 à 1765, 29 nouvelles villes sont créées juste dans l'État de Pennsylvanie. Un observateur compare l'invasion de la patrie ouest de la colonie au mouvement des Goths et des Vandales. Entre 1760 et 1776, 20 000 personnes quittent le sud de la Nouvelle-Angleterre pour se situer dans le nord, pour s'installer dans le nord. Et partout, comme le dit Gordon Wood lui-même, la fièvre de la spéculation foncière semble infecter tous les niveaux de la société. Grâce à la volatilité du marché foncier, de grandes fortunes s'accumulent, mais en même temps, de nombreux propriétaires sont ruinés. Partout, de plus en plus, les propriétaires exigent que les loyers soient payés en espèces, portant ainsi atteinte aux pratiques de déférence qui allaient de pair avec les systèmes de crédit. Et la pénurie d'espèces métalliques oblige les colonies à imprimer le papier-monnaie dont Franklin était un si fervent défenseur. En outre, au milieu du siècle, les manufactures prennent une place de plus en plus importante dans l'économie des colonies, même si la production a toujours lieu pour l'essentiel dans de petits ateliers. Parmi les produits figurent l'huile d'éclairage, les textiles, les fûts, les mâts, les poids, les meubles, le papier, le verre, les métaux, les machines agricoles, les outils, les wagons et surtout les navires. Comme en Angleterre, ce sont les chantiers navals qui font partie des sottes proto-industrielles les plus importants de l'époque. Mais le changement économique le plus important vient de l'augmentation des importations, rendue possible surtout par l'exportation de produits agricoles. L'historien Timothy Breen, dans son ouvrage majeur The Marketplace of Revolution, le marché de la Révolution, note qu'au milieu des années 1740, l'importation britannique dont les colonies valent à peu près 900 000 livres par an. En 1771, déjà, ce chiffre atteint 4,5 millions de livres anglais. La gamme de produits importés est vaste et comprend les textiles, les armes, les métaux, les liqueurs, les vins, les produits de luxe de toutes sortes, les meubles et de suite. Dès 1753, un journal de New York insiste sur le fait que les Américains jouissent d'un style de vie, et je cite, qui n'était pas connu de nos ancêtres parcimonieux. 20 ans plus tard, le gouverneur de New York affirme que 11 colons sur 12 possèdent des vêtements produits en Angleterre. Timothy Breen soutient donc que dans les années 1760, les colonies font pleinement partie des réseaux commerciaux britanniques et que la révolution de la consommation, identifiée par les historiens de la Grande-Bretagne, s'est également produite en Amérique du Nord. Et avec elle se développe une culture médiatique semblable à celle que connaît alors la France, dont j'ai parlé dans ma première conférence, avec des affiches imprimées comme celle-ci, des guides de consommation, des ouvrages de référence, et ainsi de suite. Timothy Breen tente d'établir un lien entre cette révolution économique et la révolution politique qui commence en 1775, mais ça, c'est un sujet qui dépasse le cadre de cette conférence. On voit donc que des deux côtés de l'Atlantique, les changements économiques liés à l'essor du capitalisme commercial ont facilité la mobilité, à la fois géographique et sociale, des hommes de naissance modeste tels que Franklin et Rousseau. Les femmes ne jouissaient pas de la même liberté. La généralisation de la forme marchande, la révolution de la consommation ont remis en question et affaibli les formes traditionnelles de hiérarchie et de déférence. Les mécanismes du marché, et pour les écrivains, les mécanismes de la publicité, ont facilité la quête de l'indépendance personnelle.
Ces idées allaient à l'encontre des conceptions traditionnelles de l'hiérarchie sociale selon lesquelles chaque sujet d'un royaume avait une place fixe. En 1776, en s'opposant aux réformes libérales de Turgot, l'avocat général Louis-Antoine Séguier déclare au jeune Louis XVI, et je cite, c'est une citation très connue, « Tous vos sujets, sire, sont divisés en autant de corps différents qu'il y a d'états différents dans le royaume. On peut les regarder comme les anneaux d'une grande chaîne, dont le premier est dans la main de votre majesté. La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante. » Les écrits, mais aussi l'expérience vécue de Franklin et de Rousseau, qui a été rendue possible par l'essor du capitalisme, s'opposaient radicalement à cette représentation du monde social. Le XVIIIe siècle capitaliste a rendu possible une nouvelle forme d'indépendance personnelle, l'avènement d'un moi moderne. Mais précisément grâce au travail de Sape, déjà opéré par les changements économiques du siècle, ce moi moderne, dans la pensée des Lumières, n'était pas représenté en opposition aux structures hiérarchiques traditionnelles évoquées par Séguier. Il était plutôt représenté comme opposé à quelque chose de beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire la société. C'est la société qui, selon Franklin, complétait l'individu et lui donnait sa pleine valeur. Plusieurs autres penseurs des Lumières, dont Montesquieu, Adam Smith, John Miller, Adam Ferguson, David Hume, étaient du même avis. C'est la société qui, selon Jean-Jacques Rousseau et ses disciples, défigurait l'individu, le tordait, le rendait corrompu. L'opposition entre l'individu et la société est ainsi devenue un élément central de la pensée des Lumières et de la pensée moderne, qui n'a cessé de générer des débats depuis le XVIIIe siècle. Mais je voudrais insister sur le fait que si cette opposition avait bien sûr des racines intellectuelles profondes, on ne peut pas expliquer son développement en l'étudiant exclusivement du point de vue de l'histoire intellectuelle. Comme je l'ai dit dans ma première conférence, les idées s'imposent en raison du caractère propice du contexte social, politique et culturel. Ce qui ne veut pas dire que les idées sont le reflet pur et simple de ce contexte, évidemment. Mais le contexte influence également la forme prise par ces idées et la manière dont elles développent par la suite. J'ai essayé la semaine dernière d'explorer le contexte qui importait pour l'émergence du concept de société. Cette semaine, j'ai essayé de faire la même chose pour l'avènement d'un nouveau concept du moi. À chaque fois, j'ai essayé de lier deux auteurs et deux contextes nationaux qui sont à première vue très différents les uns des autres, pour vous convaincre que l'idée d'une hétérogénéité radicale des versions nationales des Lumières est une exagération. Si les réponses sont parfois très différentes, comme les réponses de Franklin et Rousseau à propos de la société, les questions sont quand même les mêmes et les thèmes sont les mêmes. Peut-être ne vous ai-je pas convaincu, mais j'espère au moins vous avoir donné matière à penser. La semaine prochaine, pour terminer cette série de conférences et conclure ces réflexions, je vais encore une fois changer de cap. Après avoir, dans les trois premières conférences, essayé de définir, ou plutôt de redéfinir, quelques éléments de l'histoire des Lumières, je vais me tourner vers les usages ambivalents qui pouvaient être faits de ces phénomènes par ceux qui considéraient comme les troupes de choc des Lumières et aussi par les souverains de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour cette troisième et très belle conférence. Donc effectivement, le projet prend de plus en plus d'ampleur et on commence à voir très bien où tu vas avec cette dichotomie sur société et individu. Peut-être pour un mot pour lancer la discussion, il me semble que ce que tu décris, par exemple aujourd'hui, c'est... pour le dire rapidement, c'est une conception du moi qui est celle de l'individu libéral, c'est-à-dire un individu autonome, indépendant, et dont l'indépendance et l'autonomie se pensent d'une part en opposition avec la société hiérarchique et la société d'ordre traditionnelle, donc ça c'est au fond le libéralisme politique, et se pense comme garanti par un modèle qui est celui des relations marchandes. Et donc ça, c'est le marché, c'est le libéralisme
économique. Et effectivement, ça marche très bien dans énormément de situations. Et en fait, une des définitions les plus fortes, elle en a été donnée par Adam Smith, quand il dit qu'il préfère, en fond, il préfère avoir sa viande de l'intérêt du marchand qui va lui vendre que de sa bienveillance. Donc là, il y a cette idée que justement, la liberté de l'individu, son autonomie, son indépendance, elle vient du fait que les relations sociales deviennent des relations qui sont médiatisées par l'argent, par le marché, et non pas simplement par des liens de dépendance personnelle. Voilà. Et donc ça, c'est sans doute, effectivement, tu as tout à fait raison, un des grands phénomènes à la fois intellectuels par sa théorisation et social par son émergence. Alors, la question que je me pose, c'est celle de la place de Rousseau par rapport à ce modèle-là. Parce que... d'une manière, je pense qu'on peut, là où ça rentre, c'est la critique des phénomènes de dépendance personnelle liés à des situations de subordination. On sait bien à quel point c'est important pour Rousseau, cette critique des liens de dépendance aristocratique. Mais en revanche, chez Rousseau, on a aussi tout autant une critique des phénomènes justement de marchandisation. Et il me semble par ailleurs que chez Rousseau, et c'est là que j'en viens sur ma question, un des éléments essentiels, c'est pas seulement la question de l'indépendance ou de l'autonomie, au sens effectivement libéral, que la question de l'authenticité. Oui. Et la question de l'authenticité, elle tire vers une autre dimension du moi moderne, qui est plutôt une dimension qu'on peut appeler subjectiviste, expressive, qui va ensuite... s'épanouir au XIXe siècle dans le romantisme, etc. C'est-à-dire que là, le moi, il n'est pas simplement celui qui est indépendant, mais d'une sorte d'indépendance abstraite qui passe par la relation marchande, mais au contraire par l'affirmation de quelque chose qui est justement antérieur à la société et qu'il faut retrouver. Donc, est-ce que sur cette question autonomie, authenticité, tu peux revenir un peu? Oui, volontiers. Merci pour cette question. Et en effet, je dirais que précisément, en fait, j'ai pas voulu présenter cette découverte d'un moi nouveau comme la découverte du moi libéral. Et c'est précisément pour cela que j'ai choisi deux personnages qui, en fait, je ne qualifierais pas de libéral du tout, comme vous le dites, comme tu le dis, parce que c'est pas vraiment, c'est pas du tout ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas question de l'indépendance du moi, que ce soit quelque chose qui doit être renforcé et protégé et imbriqué dans les relations du marché. Pas du tout. Je dirais que pour eux, pour les deux, ce sont les relations, les relations de marché qui créent cette possibilité d'indépendance dont j'ai parlé. Mais pour l'un et pour l'autre, ils pensent les relations entre l'individu et la société beaucoup plus dans termes psychologiques qu'économiques. Et c'est surtout sur cette indépendance et cette question de indépendance radicale ou autonomie psychologique que j'ai voulu évoquer. J'aurais dû peut-être le dire un peu plus clairement, parce que j'ai pas voulu vraiment essayer encore une fois de présenter la naissance de l'homme libéral moderne. C'était autre chose. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question de l'authenticité. Je dirais tout simplement que pour Rousseau, la condition de base pour l'authenticité, c'est l'indépendance. On ne peut pas être authentique si on est soumis aux autres. Et donc, il faut absolument avoir cette indépendance dans la vie personnelle, dans la façon dont on est avec les autres, pour pouvoir exprimer cette authenticité, pour pouvoir s'exprimer pleinement son moi, c'est-à-dire oneself. Et donc, c'est cette question-là sur laquelle j'ai voulu me pencher beaucoup plus. Oui. Je poursuis un instant, mais merci pour cette précision. Parce que si la question devient en tout cas devient celle de la reconnaissance, oui, puisque c'est la question psychologique, et là où, du coup, le caractère pathologique ou pathogène du social et de la société, par exemple chez Rousseau, il passe justement par cette dépendance non plus sociale et pas encore économique, mais psychologique, qui est le besoin et la demande de reconnaissance qu'on a nécessairement
envers les autres. La question, la place que ça a par rapport à la question du marché comme espace d'expérience, oui. Il me semble que là, on a quelque chose, peut-être un hiatus à creuser sur cette... au fond, enfin, en tout cas, il me semble qu'une des questions qui est, par exemple, chez Brin ou chez ces auteurs-là, c'est comment la révolution de la consommation et du marché s'articule à ces nouvelles formes de construction de l'identité personnelle par la reconnaissance. Oui. Et évidemment, avec la question avec les écrivains, on a des terrains magnifiques, mais qui sans doute se posent à d'autres niveaux d'espaces sociaux. Oui, c'est une question là très ultra compliquée. J'ai pas pu évidemment tout discuter dans cette conférence. Je dirais que ce qui est intéressant, bien sûr, les relations marchandes sont déjà mises à l'épreuve, condamnées, critiquées au XVIIIe siècle, surtout sous la forme du débat sur le luxe. Et Rousseau, il reconnaît déjà bien sûr que les pressions qui sont créées par le luxe et par la consommation sont néfastes, mais pour lui, ça fait partie de ces pressions sociales plus larges qui est vraiment le sujet de ces réflexions. Et ce qui est intéressant, c'est précisément qu'à l'époque de Rousseau et de Franklin, on ne cible pas les relations marchandes comme la source des pressions sociales. Pour le moment, la société est vue comme quelque chose de beaucoup plus abstrait. Mais au fur et à mesure que les relations marchandes développent, au fur et à mesure que la révolution industrielle commence, on commence vraiment à cibler comme la source des qualités néfastes de la société, précisément le capitalisme et les relations marchandes. Et donc, par cette voie que les réflexions de Rousseau deviennent tellement importantes pour les économistes du XIXe siècle, et enfin pour Karl Marx lui-même, évidemment. Mais à l'époque là, je pense qu'il faut essayer de distinguer beaucoup plus l'attention qui porte aux relations marchandes d'une part et les réflexions qu'ils font sur la société en général de l'autre. Et c'est donc ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de distinguer donc à la fois la critique économique qu'ils font, la critique politique qu'ils font et la critique que j'appellerais psychologique, qui de plusieurs points de vue est pour eux quand même l'élément le plus important. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Une autre question. Comme je trouve qu'un point très intéressant, c'est le fait que par rapport je voudrais souligner, c'est que par rapport à une histoire, disons, un peu classique, traditionnelle d'histoire, des idées politiques, on dit, les Lumières critiques des formes traditionnelles, des inégalités de la société d'ordre, et les Lumières, puis la Révolution, font advenir l'individu comme norme unique de la société, déclaration des droits de l'homme, oui, du citoyen, etc. Alors, l'individu et l'homme et le citoyen, mais en tout cas l'individu libre devient la norme du droit, des valeurs, etc. Et puis le 19e siècle, une partie en tout cas du 19e siècle va réagir par rapport à cette modalité de l'individu. C'est la pensée, c'est la sociologie dans le mode théorique, c'est le socialisme, par exemple, ou la contre-révolution, etc., critiquant les excès de l'individualisme, la société dissoute. Je pense que là, le fait de montrer que dès le XVIIIe siècle, en réalité, ces auteurs pensent l'autonomie ou l'indépendance des individus, mais la pensent à l'intérieur d'organes de structures sociales, et qu'en fait, les deux sont... cette émergence de l'individu et la pensée des relations sociales dans leur complexité et dans les formes qu'elles imposent aux individus, je pense que c'est très intéressant parce que ça permet chronologiquement, en tout cas, de ne pas dissocier la question de l'individu et du social comme le fait une partie de l'histoire intellectuelle que tu as rappelée. Donc pour ça, merci. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, mais pas même lieu, c'est mon annonce du soir, puisqu'on se retrouvera juste de l'autre côté de la cour, dans l'amphithéâtre Budet. Il y a un petit déplacement pour la dernière séance.
Je te l'annonce à toi aussi, parce que je ne sais pas. Donc voilà, donc, pour la dernière séance, lundi prochain, donc le 7, ce sera Amphi Budé à la même heure. Bonne soirée. Merci beaucoup.